Alors, merci tout le monde d'être ici ce soir à cette soirée organisée par le Club des collectionneurs en art visuel de Québec. Alors, pour ceux et celles qui en sont à leur 50, 60e activité, je n'ai pas à répéter les origines et l'importance du Club des collectionneurs. Pour ceux et celles qui en sont à leur première visite ce soir, je veux vous dire que vous pourrez, à la fin de l'activité, vers 9 heures, laisser votre adresse courriel à une ou deux personnes que j'identifierai à la fin de l'activité pour que vous puissiez être convoqués à la prochaine activité qui se tiendra en avril. Alors, le club tient 6 activités par année, 3 au printemps, 3 à l'automne, généralement février, mars, avril, septembre, octobre, novembre. Des activités qui sont toujours gratuites, qui ne sont pas toujours de la même importance, évidemment, ce n'est pas toujours des activités de l'importance de celles de ce soir, mais des activités d'intérêt pour tous ceux, toutes celles qui s'intéressent aux arts visuels. Le club fonctionne sous forme de témoignage, bien souvent, quand l'artiste est disparu. C'est ce qui nous a amené à accueillir ici Indra McEwen, Roger Bellemare pour Betty Goodwin, par exemple, Carole Charette qui nous a parlé le mois dernier de François Houdet, qui est disparu également il y a quelques années. Indra McEwen qui est venue nous parler de Jean McEwen. À chaque fois, on a eu beaucoup de monde. Ça nous permet d'entendre parler de la bouche de quelqu'un qui a connu l'artiste de très près, de cet artiste-là, de ses passions, de sa carrière et de son œuvre. Évidemment, quand l'artiste est présent, quand il survit, on peut l'inviter aussi, comme on l'a fait pour Don Darby, comme on l'a fait pour René de Rouen, il n'y a pas tellement longtemps, également à la Galerie Michel Guimont. Alors, le club n'a pas de salle, n'a pas de local, n'a pas de budget. C'est un club qui est composé d'une poignée de fanatiques d'art visuel qui décident d'organiser des activités pour qu'on puisse en parler à Québec de nos artistes. Pas juste savoir qu'il y en a, mais les connaître davantage. Et on parle d'artistes d'envergure internationale, comme ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on néglige tous les autres, on ne peut pas parler de tout le monde en même temps, mais l'intérêt pour nous, c'est de développer votre intérêt pour les arts visuels à travers des conférences comme celle qu'on tient ce soir. Alors, ce soir, c'est un grand soir. C'est l'occasion de se remémorer un de nos, sinon le plus grand artiste que le Québec ait produit, Jean-Paul Riopelle, qui nous a quittés le 12 mars 2002. Donc, il y a aujourd'hui 10 ans et une semaine, précisément. Et on ne peut pas passer ces 10 ans-là sans penser à imaginer une activité comme celle de ce soir, qui nous permet d'entendre des témoins privilégiés de la vie de Jean-Paul, des gens qui l'ont connu de près, sous différents angles, et qui peuvent témoigner de leurs expériences avec ce grand artiste, nous le faire connaître sous des angles peut-être un peu moins connus, un peu plus personnels. Alors, je vais vous raconter, pour vous faire découvrir le côté un peu plus intime et humain qu'on a vécu avec Jean-Paul. Alors, au tout début de ma relation avec Jean-Paul, Nicolas était assez turbulent. Et il faisait tout pour faire enrager Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, qui est un perfectionniste dans tout, voulait vraiment le rendre vraiment bien éduqué, bien droit, qu'il soit poli et tout. Alors, tout l'inverse de ce qu'il était, lui. Alors, Jean-Paul le chicanait beaucoup. Puis Nicolas faisait des coups plates, faire sauter les corbeilles de pain à table, vouloir faire sauter l'atelier avec du cognac chauffé sur un poêle, n'importe quoi. Et Jean-Paul le chicanait. Et j'avais interdit à Jean-Paul de chicaner Nicolas Alexandre, parce que j'ai dit à Jean-Paul, le jour où tu seras capable de lui prouver que tu l'aimes, que tu seras, dans le fond, vraiment un rôle de père, tu auras le droit de le redresser. Sinon, je veux pas que tu lui parles seulement. Alors, Jean-Paul m'a boudé une bonne semaine. Nicolas retournait la semaine, lui étudiait à Montréal, il vivait chez son père. Et quand Nicolas est revenu la semaine d'après, on est allé manger au bistrot de Champlain un soir. Et on est rentré vers minuit et demi. Et j'entends Jean-Paul qui dit « Nicolas Alexandre, reste un peu dehors avec moi. Je vais te montrer la Grande Ourse. » Alors, ils sont restés dehors. Jean-Paul lui a montré le ciel. Et ce soir-là, quand Jean-Paul est venu se coucher, je lui ai dit « Maintenant, tu as le droit de chicaner mon fils. Tu as le droit de faire ce que tu veux. » Je vais vous raconter une autre anecdote qui concerne l'île aux grues. Jean-Paul avait demandé à Gilles, tu feras pas de prison, à Gilles Gagné de tuer des petits oiseaux des neiges. Il en avait besoin pour faire sa peinture. Et Gilles lui a fait un 5, 6, 7 petits oiseaux des neiges qui étaient magnifiques et il les a remis à Jean-Paul.
Et vu que c'est quand même une chasse interdite et tout ça, Jean-Paul les a cachés dans sa casquette pour se rendre à l'île aux oies. Et puis on a ri tout le long parce qu'on se disait, s'il fallait qu'on ait un accident, puis que les gens arrivent sur les lieux, ils diraient, Riopelle, il aimait tellement les oiseaux que ça lui sortait par la tête. On aimait cette image-là. Alors voilà. Donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour Jean-Paul après son décès. Je l'ai écrit pas longtemps après qu'il soit mort parce que il y a eu l'exposition L'Envol. Le catalogue s'appelait Sur les traces de l'envol et on m'a demandé de faire un texte. Donc, j'ai raconté quelque chose qui s'est passé à l'atelier, comme ça. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Tu veux un oiseau ». La lumière rose du bord de Seine baigne de bonheur l'atelier de Jean-Paul à Saint-Cyr-en-Arthier. La chaleur douce du soleil d'avril au petit matin plonge par le puits de lumière juste au-dessus de notre lit bleu. Une longue plainte languissante et étrange se lève avec le brouillard vaporeux qui se colle au fond de la vallée. C'est une tourterelle triste, me dit Jean-Paul. C'était la première fois que j'entendais le chant d'une tourterelle triste. Nous n'avons jamais pu apercevoir cet oiseau. Comme un leitmotiv à chaque matin durant des mois, sa complainte nous ramenait à une accoutumance rassurante et nostalgique. Ce même printemps, j'ai entendu pour la première fois les ébats d'accouplement de 2 hirondelles. Nous étions à nous promener dans l'allée du château de la mère Maupoil. Jean-Paul m'avait amené avec lui inspecter notre éventuelle réserve de pleurotes. Pour le moment, il n'y avait encore que ces immenses ormes sans feuilles qui bordaient l'allée du château. D'une couleur gris argenté chatoyant sous la lumière, les troncs sont encore nus. Mais les frottements des plumes des ailes des 2 partenaires avaient tout de suite alerté Jean-Paul. Grâce à sa connaissance, nous avons donc pu voler quelques secondes d'intimité aux amoureuses pressées. L'atelier de l'Estérel, tout comme celui de Saint-Cyr, niche au fond d'une cuvette naturelle. La lumière y est aussi douce et humide. Les brumes matinales tardent sur le lac jusqu'à ce que le soleil ou le vent les lève. Glisser dans ce brouillard en canot, à moucher l'achigan en silence, bénit notre journée. Et ce matin-là, à l'heure des glissades des mallards dans la petite baie, une tourterelle triste s'intéresse aux graines de tournesol noir que Jean-Paul a lancées par poignées généreuses sur les pierres plates. À peine le souffle de mon nom, et la tourterelle est déjà partie. « Tu veux un oiseau ?» me dit Jean-Paul. Et Jean-Paul invente un piège. Il invente un piège à l'anis. Il invente un piège à l'anis à tourterelle. Jean-Paul, qui ne peut résister au plaisir de siroter ce ricard si parfumé. Jean-Paul, qui baptise chaque escargot avec une goutte de Pernod avant de les passer au four. Jean-Paul, qui peut me faire rêver pendant des heures de la magique absinthe verte à Paris à l'époque. Jean-Paul donc invente le piège irrésistible. C'est un piège simple. Une ancienne boîte à beurre à la renverse. Une solide et longue baguette attachée à la ficelle la retient. Une ouverture assez large, juste ce qu'il faut pour permettre à l'oiseau, sans trop l'inquiéter, d'aller manger des sous. La ficelle court sur les pierres, passe sous la porte de l'atelier. Le trappeur, lui, est à l'intérieur derrière la baie vitrée. Il guette. L'atelier dort encore dans un nuage d'ouate. Jean-Paul, lui, est déjà très affairé. Le piège est là, installé, que pour se refermer. À partir du muret qui délimite le terrain, Jean-Paul a minutieusement tracé une ligne avec des grains d'anis, jusqu'à la boîte à beurre, jusqu'au piège. Et la tourterelle, triste, dodaline de la tête, picore, et vlan, raté. Jean-Paul est un monument de patience. Après maintes émotions, il y aura une première prise. Mais non pas une tourterelle triste, mais un gros bec, mâle et magnifique. La cage à oiseaux de la mère de Champlain est prête. L'oiseau sauvage s'affole. Les vibrations de la clochette de métal, la captivité, notre proximité, tout l'affole, à se blesser. L'oiseau s'ennuie. On va lui trouver une copine, me dit Jean-Paul. Un dur-bec, beau à rêver, rose et mâle, est trappé à son tour. Il caquette, dorme, perd des plumes, s'évade et sont rattrapés. Jean-Paul a dû leur installer un ciel de lit, à cause du coucher de soleil. D'instinct, les oiseaux se battent contre la cage. Ils veulent se trouver un abri pour la nuit. On a cueilli la sclépiade au printemps. Nous mangerons ses fruits à l'automne. C'est le moment pour les oiseaux de retrouver leur liberté.
après les grands froids d'hiver, avant la fonte des neiges, avant que le lac ne cale. 19 mars 1990. Un rituel mystérieux semble venir du commencement du monde. Sur un papier déjà beau de la dentelle de la déchirure, Jean-Paul, en silence, trace en noir le contour d'un oiseau. Un tracé d'encre traverse la feuille, de la pointe du bec au bout de la queue, et coupe la forme de l'oiseau. Jean-Paul passe délicatement la main dans la cage. Avec douceur, il attrape le gros bec. De ses deux mains, comme une crucifixion, il allonge l'oiseau, aile ouverte sur le dessin. Il le retient en silence. Je ne voulais pas retourner les oiseaux à la nature. Mais Jean-Paul pense que l'heure du coucher de soleil est parfaite pour leur donner la liberté. Et aujourd'hui, j'imagine déjà l'épervier. Jean-Paul ouvre les mains. Et la terre se casse, se brise dans ma tête. L'oiseau est parti et le second. Nous avons observé longtemps en silence, jusqu'à la tombée de la nuit, nos deux oiseaux. L'un était complètement terrorisé, paralysé à sa branche de pin. On a pu envisager le sort qui lui a été réservé. Mais le dur-bec s'est vitement envolé. Le lendemain, à l'aube, nous sommes descendus dans l'escalier. Le lendemain, à l'aube, nous sommes descendus dans l'atelier. Et avec l'esquisse, avec comme l'ombre d'oiseau, comme l'autel du sacrifice, Jean-Paul a fait un tableau. Un tableau aux couleurs du coucher de soleil, un tableau comme l'Angélus. Un tableau qui, 12 années plus loin, me noue encore la gorge. Les initiales de mon grand ami, mes initiales datées qu'il m'a demandé d'apposer, 19 mars 1990. 19 mars 2002, lendemain de l'enterrement de Jean-Paul. Jean-Paul, comme un grand chaman, a retenu l'âme des oiseaux. Il me les a rendus et éternels. Merci. Je vais commencer avec cette citation de Riopelle. « La nature reste une énigme. On ne l'aperçoit jamais dans sa totalité. Elle est comme moi, toujours en train de partir. » Il est vrai qu'il y a toujours eu quelque chose en train de partir chez Riopelle. À Paris, on l'associe à l'Amérique. À sa géographie, à New York, on le juge trop français. Son art est difficile à cerner. Il est à la fois peintre et sculpteur. Il est à la fois abstrait et figuratif. Il se partage entre plusieurs mondes. Il se situe entre Paris, New York et le Québec. À bien des égards, Riopelle apparaît comme un artiste du déplacement, du détour. Ses métamorphoses, ses migrations se rapprochent de celles de son ami, le peintre et écrivain russe Serge Charchoun, qui écrivait en France des livres en russe. Et même totalement intégré à Paris, Charchoun était resté très russe. Et c'est justement parce qu'il y a des racines partout, et peut-être à cause de sa résilience, que je vois Riopelle comme un arbre. Dans la série Le Roi de Tulé, durant les années 70, Riopelle se sert vraiment du tronc d'arbre pour faire ses toiles. Là encore, il n'est pas facile de décrire un arbre, la cime, les branches. Chaque feuille est différente. L'arbre change au gré des saisons. Il change au gré des mouvements du vent. Il change au fur et à mesure qu'il pousse. Et même s'il y a des constantes, c'est aussi difficile de décrire cet arbre que d'aborder dans son ensemble la peinture de Riopelle. Pierre Schneider, qui a écrit un très très beau livre sur Riopelle, il y a vraiment beaucoup d'articles sur lui aussi. Il m'a déjà raconté sa première rencontre avec Riopelle. C'était à Paris en 1952, rue Durantin. Riopelle, à ce moment-là, occupe son premier vrai atelier que lui a prêté Henri Farah. C'est le printemps, les fenêtres de cet atelier s'ouvrent sur une cour d'école et la cour d'école est plantée de marronniers en fleurs. Dans l'atelier, il y a de la peinture partout. Des kilos de peinture tombent du plafond au sol, beaucoup de blanc aussi, car Riopelle, on le sait, aime toujours aimer le blanc. Et d'après la description que me fait Pierre Schneider de cet atelier, on revoit à travers les fenêtres, dans la cour de l'école, ces immenses marronniers en fleurs. Pierre Schneider me décrit ses impressions. Il voit une sorte d'alliage entre ces marronniers en fleurs, l'abondance de cette floraison et la peinture de Riopelle. Et tout ça s'équilibre. Ce que Schneider me décrit, c'est un mélange absolu. Là, je le cite de mémoire. Il dit « La nature s'allie à la culture, la peinture se fusionne avec la nature, l'arbre donne des coulées, des taches, des giclées de peinture, et un homme, un peintre, donne des bourgeons, des branches, des fleurs. » Et je trouve que cette image, elle colle bien avec Riopelle, la jeunesse de Riopelle. Et avec le temps, l'arbre s'est retourné vers la terre, il s'est retourné vers ses racines. Et les racines premières de Riopelle, au fond, c'est le paysage québécois. On pense d'abord à ces paysages de Saint-Fabien, qui aussi font penser à Van Gogh. On pense aussi à ces oiseaux.
Alors là, bon, ça c'est avant la période automatiste. Associer Riopelle à la figure de l'arbre nous amène en même temps à une autre association qui revient pour qualifier sa peinture. De l'arbre, on extrapole vers l'idée de croissance, l'idée de multiplication, quelque chose qui pousse, qui doit surgir et que rien ne peut arrêter. Il y a une forme de véhémence qui explose. Alors, du coup, on rejoint le côté automatisme. Et c'est sûr que quand on parle de l'automatisme et des projections libérantes, ben, il faut bien penser que c'est un acte de libération. Hein. Il ne faut pas oublier que l'automatisme avait un projet social et on voulait pulvériser la chape de plomb de la grande noirceur du Québec d'alors. Donc, on veut faire place à la création. Et pour cela, l'accident, le geste, l'inconscient est mis à contribution. Ça peut expliquer aussi pourquoi l'automatisme a trouvé une certaine résonance dans le Paris de l'après-guerre. Au début, bien sûr, comme l'écrit Patrick Valbert, qui est un des premiers critiques à avoir parlé de Riopelle, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui connaissaient alors les toiles de Riopelle. Patrick Valbert les a vus à l'exposition des automatistes au Luxembourg, à la Galerie du Luxembourg. Ces toiles nous apportaient, alors je le cite, ces toiles nous apportaient ce qui manquait le plus à un milieu que 5 années d'occupation marquaient encore d'un profond traumatisme, l'élan et la fraîcheur. Alors, ce que les visiteurs pouvaient voir à la Galerie du Luxembourg, c'est bien sûr l'élan et la fraîcheur, mais c'est aussi une déflagration de couleurs, de matière qui explose. Il faut dire que la guerre, alors, avait ébranlé des certitudes et des valeurs trop appuyées d'harmonie qui étaient typiques de l'école de Paris des années 30. Et l'exposition à la Galerie des automatistes montre une cinquantaine d'œuvres. L'exposition est organisée par Riopelle et Fernand Leduc. Alors là, on peut voir le carton tout à l'heure, oui, c'est ça. Alors, Riopelle vient de s'installer à Paris et il participe aussi Barbeau, Bordua, Fauteux, Mousseau. Là, les rares critiques qui ont vu l'expo, Pierre Descartes en est un, il parle d'emblée d'une peinture de cataclysme, dans le côté explosif dont je parlais tout à l'heure. Peinture de tornade, de fin du monde, de chaos. Il écrit ça dans le journal Art, le 27 juin 1947. Il y a un corps à corps avec la matière picturale et déjà, on le remarque pour Riopelle, à l'occasion de la participation de Riopelle au Salon des surindépendants en 1947, il y a un critique anonyme qui plaisante un peu. Il dit « On y rencontre Riopelle, l'homme de la peinture catastrophe, des pots de couleurs qui explosent. » Alors, toujours Patrick Valberg, qui a vu l'exposition Riopelle-le-Duc chez Creuse en mai 1949, il parle de la peinture de Riopelle comme une peinture du trop-plein. Il écrit « Il ne faudrait pas beaucoup pousser Riopelle pour que sa toile couverte, il poursuive rageusement l'œuvre entreprise sur les murs même de l'atelier, sur le toit, sur la façade. » Et là, j'ai aussi des images de l'expo de... Alors ça, c'est aussi le carton. Il y a aussi d'autres images de l'expo ici, des automatismes. Alors, donc, cette exposition-là, ça va être pour Riopelle et Leduc l'occasion de rencontrer Georges Mathieu. Georges Mathieu va organiser, tout de suite après l'expo des automatistes, à la même galerie, une exposition qui s'appelle l'Imaginaire, où participent Vols, Arp, Atlan, Hartung, Bronner, Picasso, Solier, Hubac, Vérousse, Vulliamy. Et dans Au-delà du tachisme, le livre que Mathieu a écrit, il dit que le titre initial de l'exposition devait s'appeler Vers l'abstraction lyrique. Et ce titre fut délaissé au dernier moment par la directrice de la galerie, Eva Philippe. Ces peintres, on indique dans la préface, se situent à la pointe du combat pour un lyrisme dégagé. Donc, conjuguant ce lyrisme dégagé sur un mode volcanique, Riopelle, Leduc, Bordua et les automatistes québécois jettent un premier pont vers l'abstraction lyrique. Donc, en fait, l'expo des automatistes est peut-être passé inaperçu, mais c'était vraiment une expo qui est très, très importante parce que ça a été un peu le point de départ de tout le mouvement de la peinture gestuelle à Paris à partir de la fin des années 40 jusque dans les années 50-60. Et pour Riopelle, mais la suite, on la connaît. D'abord, Riopelle va s'associer avec les surréalistes, ce qu'une faction des automatistes réprouve. Il y a l'exposition Leduc Riopelle chez Creuse. Le premier solo de Riopelle aussi en 1949 à la Dragonne, où Nina Dosset
qui s'occupe de la galerie, demande à André et Elisa Breton une préface en forme de cadavre exquis surréaliste. Et là, c'est là où Breton parle de trappeur supérieur. Ensuite, bon, la rupture avec les surréalistes. Riopelle a écrit, le critique et historien du surréalisme José Pierre, rompu avec les surréalistes parce qu'on lui avait demandé d'illustrer des poèmes comme s'il avait été un quelconque Picasso ou Chagall. Et puis, alors, donc, après, Riopelle se retourne vers Mathieu et Michel Tapier, vers les milieux américains de Paris, dont Sam Francis, Shirley Jaffé. Il est intégré à un mouvement qui s'appellera l'art haute, sous les auspices de Michel Tapier. Michel Tapier organise l'exposition Véhémence confrontée chez Nina Dosset, où participent Brienne, Capogrossi, De Kooning, déjà des Mathieu, Jackson Pollock, Russell, Volz. En 1951, il y a le solo de Riopelle chez Paul Facchetti, à la galerie Paul Facchetti. Une exposition en 1953 qui s'appelle Les animateurs du silence, une exposition de groupe. Puis l'exposition de la galerie Pierre. En fait, c'est au moment où Riopelle entre à la galerie de Pierre Loeb. Et là, c'est vraiment la consécration et pour Riopelle aussi la sortie d'une période difficile. Donc, je reviens aussi à cette fameuse idée de trappeur supérieur dont parle Breton. Et c'est sûr qu'il y a un côté, il y a la forêt qui est là dans la peinture de Riopelle, mais en même temps, quand Breton parle de trappeur supérieur, on a l'impression qu'il ne tient pas vraiment compte de la réalité matérielle d'une peinture qui éclate à plein tube. La peinture de Riopelle fait d'abord référence à elle-même. Mon père Guy Viaud, qui était aussi critique d'art, avait écrit en 1947 pour Notre Temps, un journal québécois, un compte-rendu de l'exposition Tomatis à la Galerie du Luxembourg. Et à propos de Riopelle, il souligne qu'une pensée inédite appelle un métier renouvelé. Et Guy Viaud aussi parle de la révélation des fameux angles de 47, là, les fameux encres à l'encre de Chine. Il est agité, je le cite, là, de coups de signes rageurs en forme de pointe d'hameçon. Je voudrais faire une parenthèse ici pour évoquer l'amitié entre Jean-Paul Riopelle et Guy Viaud. Ils se sont tous les deux rencontrés à l'école du meuble. Ils avaient eu tous les deux Borduas comme professeurs. Ils se retrouvent à Paris en 1947. Et en avril, avec Françoise et Jean-Paul Riopelle, mes parents, Suzanne et Guy Viaud, visitent l'Italie. Florence, Rome, Sienne. Ils ont changé leur dollar au marché noir parce que comme ça, ils avaient un petit magot et ils pouvaient se payer des tas de luxe qui étaient impossibles à envisager à Paris, où tout était vraiment désorganisé au lendemain de la guerre. Donc des cafés, des oranges, ils pouvaient bien manger dans les restaurants. Et récemment, j'ai encore reparlé avec ma mère de ça, qui me racontait vraiment l'enchantement de ce voyage, la facilité avec laquelle Riopelle établissait des contacts, son flair aussi. Alors, d'instinct, il allait tout de suite dans les musées, vers les œuvres les plus intéressantes. Et mon père, lui, était plutôt beaucoup plus consciencieux. Il regardait le Guide bleu, il regardait des tas de bouquins, et puis ça lui prenait des heures avant de savoir exactement quoi voir et tout ça. Alors, il y a un matin comme ça, c'était à Sienne. Mes parents préparent la journée, la visite des musées. Et peut-être au milieu de la matinée, il a déjà Riopelle rentre à l'hôtel, les voit, et lui avait déjà tout vu. Il était allé à la Pinacothèque. Il a dit, ben là, tu dois aller voir Lorenzo Lotto, tu dois aller voir Simone Martini. Et, alors que mon père voulait vraiment se documenter, tout ça. Et c'est un peu en souvenir de ça que Riopelle a fait un portrait dans la série des Ficelles en 71 de mon père, qu'il a appelé Guy Bleu Viaud. Et ça, c'est vraiment l'humour de Riopelle aussi. Il y avait un côté Marcel Duchamp, comme ça. Et je crois que c'est l'œuvre, d'ailleurs, je crois qu'elle est ici à Québec. Je ne sais pas si elle est exposée, mais je crois que le Musée du Québec l'a achetée. Et je me souviens aussi, quand j'étais gamin, on habitait Québec. Mon père était directeur du musée. Et en 67, il avait organisé une grande expo Riopelle qui était, en fait... lié à l'Expo 67, qui était vraiment une immense expo. Et c'est là qu'ils avaient occupé la rotonde du musée, où ils avaient, pour la première fois, on rentrait à ce moment-là par l'escalier. Et là, ils avaient décidé de fermer les portes et de mettre dans les grandes portes des lithocollages, des immenses lithocollages. Alors ça, c'est le catalogue de l'expo.
On voit aussi le carton d'invitation. Hein, on a toujours le... Et c'est aussi la première fois aussi que la gravure de Riopelle a été montrée. Mais en fait, il n'y avait même pas de gravure dans l'expo. Il y avait énormément de dessins, énormément de peintures. Mais la Galerie Mag avait installé une boutique où en sortant de l'expo, les gens pouvaient acheter des gravures. Alors, je ne sais pas à quel prix, mais je crois qu'il y a des gens quand même... Et c'est la première fois que ça a été montré ici au Québec, où on connaissait peu la gravure de Québec. En fait, si j'ai choisi de parler des œuvres de Riopelle du début, ça me permettait d'évoquer cette amitié entre Guivio et Riopelle. C'est aussi, là, j'ai écrit un catalogue pour un musée à Paris qui... En fait, j'ai écrit un texte du catalogue d'une exposition sur l'art de la guerre et ça m'a permis de revoir. Et l'exposition se termine, l'exposition couvre toute la période de la guerre. Ça commence en 1937, ça se termine en 1947. Et en cherchant sur cette période, je me suis rendu compte qu'il y a là un artiste qui présente vraiment quelque chose d'intensément nouveau et que c'est Riopelle avec ses grandes toiles très denses, les toiles mosaïques, en fait d'abord aux pigments sortis du tube, puis écrasés au couteau. Et c'est une peinture aussi, là encore, c'est un peu comme l'arbre, on a du mal à saisir l'ensemble. En fait, le meilleur moyen de contrer le vertige que provoquent ces toiles, c'est de se cramponner à une touche, de passer d'une touche à l'autre, avant de se laisser happer par ce mouvement en germe. Pour voir la peinture de Riopelle et toute la vie qu'elle contient, il faut faire comme lui, donc il faut procéder par touche, prendre une touche après l'autre. C'est comme l'arbre, chaque feuille est une passerelle vers l'ensemble. Si on reprend la comparaison de l'arbre, on se rend compte qu'il y a dans la peinture de Riopelle des structures qui se développent sans cesse. Devant un peintre qui est parvenu dès le départ à découvrir ce qu'il a découvert, c'est aussi notre devoir d'être attentif à tout ce qu'il a fait ensuite. Donc on a parlé de retour à la figuration à partir de 1975. C'est pas vraiment de la figuration, en tout cas ni quelque chose de réaliste, c'est plus complexe aussi, donc il faut regarder, et toujours avec la reconnaissance, avec la même reconnaissance. Donc, je ne veux pas privilégier une période, bien au contraire. Voilà. Alors, je dois vous dire que je suis né sur le bord du fleuve, ici, à Saint-André-des-Kamouraska, dans une terre de roche. On était relativement pauvres, et la peinture, ça ne faisait pas partie de notre vie quotidienne. J'ai fait mon cours classique, heureusement, à Saint-Anne-de-la-Pocatière, et puis j'ai fini à Sainte-Marie, au Sainte-Marie. J'ai fait mon cours de médecine, de radiologie, et je suis rentré dans le monde du travail médical à Saint-Luc en 1964. Je me suis uni à un associé, du même âge que moi, Saint-Luc, associé qui connaissait la peinture et qui connaissait Riopelle, Bordua, tout ce monde-là, que moi je connaissais très peu. Et une fois, on s'en va au Musée des Beaux-Arts et puis on regarde une exposition de Riopelle et des autres peintres. Et je vois pour la première fois l'étoile, l'Abitibi, et l'étoile du Nord aussi en même temps. Alors, j'avais été subjugué par cette toile noir et blanc, et mon ami Légaré me dit, écoute, Riopelle, il est connu maintenant, c'est plus pour nous autres, on ne pourra plus jamais en acheter, parce que c'est trop cher. Et on est à l'hôpital, et puis ça avait continué. C'est vers les années 66 et 67. Entre-temps, je rencontre Gérard Beaulieu. Gérard Beaulieu, qui est est un ingénieur, connu très bien à Québec ici, qui avait deux frères qui étaient peintres, Paul V. Beaulieu et Louis-Jacques. Et Gérard Beaulieu était ami des artistes. Il y avait des Borgia, des Riopelle, etc. dans sa maison. On parlait peinture, évidemment, il m'a entraîné aussi dans la peinture. Et il me dit un jour, écoute,
je m'en vais à Paris, est-ce que ça te tente de rencontrer Riopelle? Alors, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, et on se rencontre à Paris, et un après-midi, on se rend à Vanves dans son atelier. Un atelier dans le fond d'un jardin, pas tellement grand, et qui renfermait beaucoup de toiles. Quand on est rentré dans l'atelier, Riopelle était debout, évidemment, avec des souliers bariolés de peinture, la chemise au temps, une gitane à la bouche, et il était là, comme ça, stoïque un peu dans le milieu de la salle, et ça rappelait ce que Schneider disait, que Riopelle, il avait rencontré Riopelle tout peinturé comme ça. Alors, il y avait beaucoup de toiles appuyées sur les murs, et évidemment, j'étais très heureux d'être là. J'ai pas pu m'empêcher, à un moment donné, de dire à Riopelle, cette toile-là, est-ce que tu peux me la vendre? Gérard Beaulieu, qui était avec moi, il me donne un gros coup de coude, et puis je me suis fermé la gueule. J'ai pas dit un mot pour le restant, parce que là, je venais de comprendre tout ce que j'avais fait d'un peu fermier, si vous voulez. Pardonnez-moi le mot. Alors, donc, on continue la visite, et il y avait, à l'époque, il avait fait des collages en 1967, des lithographies qui coupaient dans tous les sens, qui faisaient des collages, et donc, on fait la visite tout l'après-midi, on jase, et comme il se doit, Riopelle nous invite le soir au bar, le Rosebud. Un très beau nom. C'est là probablement qu'il avait rencontré Breton. Et le Rosebud, c'est près de la Coupole. Et on se rencontre là le soir avec Gérard Beaulieu, sa femme, ma femme à l'époque, et moi. Et on part toute la soirée et on boit. Évidemment, Jean-Paul, là au bar, il boit. Il est capable. Alors, est-ce qu'on buvait? C'était pas quelque chose que je buvais fréquemment. De la bière noire, de la Guinness et du champagne mêlés ensemble. Alors, évidemment, nos femmes, et puis Gérard Beaulieu, qui avait 10 ans plus vieux que moi, ben ils ont dit à minuit, salut, on va aller se coucher. Et moi, je suis resté avec Riopelle, comme ça, à continuer à prendre de la bière, parce que j'étais capable. Et puis lui aussi. Et on rencontre nos vies un petit peu, on parle comme les gars un peu chauds. Et puis, je lui racontais que pour gagner mes cours au collège, à Montréal et aussi à l'université, j'étais débardeur, et puis je travaillais relativement fort au bord de l'eau. Alors, il était content de ça. Il trouvait que j'étais réellement quelqu'un qui pourrait utiliser à la pêche ou à la chasse quand il en avait besoin, parce qu'il y avait des bras. Alors, lui, il me rappelle aussi ses voyages, et particulièrement son voyage comme palefrenier. Et voilà. Alors, on boit jusqu'à 2-3 heures le matin, et à un moment donné, il se lève et dit, viens, on va aller, t'es fort, toi, on va aller tirer au bois de fer. Tirer au poignet. Alors, on s'en va dans la petite rue qui s'appelle la rue Bréa, voisin de son marchand de couleurs. Et on se met à plat ventre dans le milieu de la rue à 3 heures, et puis on s'installe, puis il me dit, si tu me renverses le tableau que tu as voulu acheter cet après-midi, c'est à toi. J'ai forcé très fort. J'ai gagné le tableau. Mais j'avais honte d'avoir gagné un tableau comme ça. Alors, le lendemain, la visite était prévue à la Galerie Mag, et j'ai acheté un tableau de Riopelle, puis je ne me rappelle plus du prix. Le prix, ça n'avait pas d'importance, de la même grandeur. Alors, je suis revenu avec 2 tableaux à Montréal. Et, bon, j'étais très heureux, évidemment. Une semaine plus tard, un coup de téléphone de Jean-Paul. Je suis à l'aéroport, viens me chercher. Je viens à la chasse. Le lendemain, on part pour le Cap Tourmente.
à la chasse aux oies blanches. Par la suite, ça a été la Cape Tourmente, et plus tard, ça a été l'île aux oies. Et depuis ce temps-là, Jean-Paul occupe mes pensées pratiquement tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images, mais il y a des images de chasse, il y a des images de... Ça, c'est une... Ah oui, Jean-Paul aimait beaucoup le Canadien. Alors, j'avais un ami qui était banquier au coin en haut, là, qui faisait un peu le banquier de plusieurs des joueurs du Canadien. Et il avait trouvé un chandail du Canadien. Il était venu nous porter ça au bistrot. Alors, Jean-Paul était très heureux de toutes ces choses-là. En 1990, ma fête, le 25 mai, c'était la crise d'Oka. Champlain, selon Riopelle, c'était un tueur d'Indiens. Alors, il me fait un tableau. Il me fait un tableau que vous voyez en haut, fait avec des coupes d'architectes et une brimballe. Tout ça, ça ressemble à des fusils et des revolvers. Et c'est ce tableau-là qui me donne ma fête le 25 mai 1990. Évidemment, le tableau est... les gens se demandent toujours qu'est-ce que c'est, ces choses-là. Ça ressemble à des revolvers et un fusil. Et quand tu leur dis, ben, c'est une brimballe pour pêcher, puis les coupes d'architectes pour faire des pentes de ski, alors voilà, c'était le tableau. Alors, Riopelle a changé ma vie, il a changé la vie de tous mes copains autour de moi, de mes associés de bureau. On a donné de nombreuses œuvres, dont une particulièrement, La Fontaine. Tous ensemble, nous étions une dizaine, nous avons on a payé Riopelle pour la joute, qui s'appelait au départ le jeu de drapeau. Mais comme c'était Drapeau qui était maire de Montréal, ben le jeu de drapeau, ça allait pas bien. Alors, on l'a appelé la joute. Et j'avais vu la première fois un morceau de la joute dans son atelier de sculpture à Meudon. Et déjà, la joute en 1968-69, c'était le départ. Et par la suite, on l'a donné au Jardin olympique et on l'a donné au Musée du Québec. Alors, voilà, beaucoup d'autres anecdotes, mais ce serait beaucoup trop long à raconter parce qu'avec Riopelle, ça n'arrêtait jamais. Et ça continue. Je ne serai pas très long dans mon témoignage, mais je veux vous dire que, dans le fond, l'île aux oies, c'est la photo qui est, dans le fond, la maison de Jean-Paul et de son atelier où hommage à Rosa Luxembourg a été fait. On va juste en revenir, s'il vous plaît. Et c'est là, à l'île aux oies, cette magnifique île, qui est comme un peu à l'état sauvage, que j'ai pris goût à l'agriculture. Dans le fond, l'île aux oies, qui est contiguë à l'île aux grues, est une ressource fourragère importante pour notre industrie laitière. Et c'est là, petit bonhomme, que je croisais les yeux de cet homme sur les chemins de l'île aux oies, avec nos voyages de foin. C'est là, au milieu de nulle part, que j'ai pris l'amour pour l'agriculture et les grands espaces. Et c'est par cette île-là que, dans le fond, ma formation que j'ai suivie par la suite comme agronome, c'est un peu dans ces paysages-là que j'ai eu l'amour de la terre, puis aussi, évidemment, de l'eau. Si on va à la photo suivante, qu'on parle un petit peu du manoir. Donc, ce fameux manoir qui fut la résidence de Jean-Paul, ce manoir-là, je l'ai connu un petit peu avant lui. Pour moi, ça a été un magnifique terrain de jeu, dans le sens que j'avais un copain que ses parents étaient propriétaires. Et on a couché de nombreuses fois au manoir. On a évidemment fait partir nos petites fusées téléguidées qu'on avait sur les grands terrains. Puis on a fait évidemment peur à un peu tout le monde, avec toutes sortes d'histoires, de fantômes, avec ce manoir. Il fut aussi un peu plus tard, parce que après une quinzaine d'années à passer mes étés là, ce manoir-là a été transformé, puis peut-être certains d'entre vous dans la salle ont eu l'occasion, il est devenu un gîte avant d'être la propriété de Huguette et Jean-Paul. Et c'est dans ce gîte, qui était magnifique, que j'ai découvert l'amour. C'est là que j'ai connu mon épouse, par un simple regard, parce que c'est elle qui s'occupait du gîte avec sa mère. Et donc, ce fut aussi, en plus d'un lieu où je me suis amusé bien, mais aussi un lieu où j'ai beaucoup de sentiments. Aujourd'hui, lorsque j'ai l'occasion de retourner au manoir, je peux vous dire qu'il y a bien
des souvenirs qui rejaillissent lorsque je vais au manoir. Surtout que le manoir a été préservé dans sa forme la plus originale et la plus respectueuse de son architecture. Fait que c'est un magnifique point qui demeure, par contre, privé. Et c'est là que, pour moi, en fin de compte, j'ai eu la possibilité de connaître mon épouse et qui m'a fait, quelques années plus tard, revenir sur l'île. Parce qu'évidemment, qu'avec la formation, ce n'était pas prévu que je revienne sur l'île. Mais au niveau de la coopérative, la petite fromagerie éprouvait certaines difficultés en 1996. Et étant fraîchement sorti de l'université, on m'en a offert une chance inouïe aujourd'hui de redresser une entreprise puis d'essayer de faire, avec la fromagerie, qui faisait uniquement du cheddar, de la valeur ajoutée. Et c'est là que, quelques années plus tard, en 1999, on a pu commencer à lancer des produits de spécialité. Et le premier produit se devait, en fin de compte, on a commencé par le mi-carême, mais le premier produit que le marché nous demandait, c'était un croûte fleurie à pâte molle. Mais on a commencé, les tests de goût ont fait qu'on a lancé le mi-carême, et on en a fait une version améliorée d'un croûte fleurie à pâte molle, et dans le fond, un fromage à triple crème. Et c'est ça qui a donné naissance au fromage Le Riopelle. Par contre, je vous dirais que lorsqu'on a mis nos recettes au point, mettre la recette au point, c'est une chose. Lui donner un nom, c'en est toute une. Et c'est là qu'on a fait une approche par le bien d'un de mes producteurs, parce que la fromagerie, c'est une coopérative. Donc, moi, je suis comme dirigeant, mais on a un conseil d'administration. Il y avait un de nos producteurs qui était assez près de Mme Vachon puis de Jean-Paul. Et c'est par lui, dans le fond, qu'on a fait une première approche. Parce qu'il faut dire, il y a quelques années auparavant, à Montmagny, il y avait un hôtel qui avait essayé de porter le nom de Riopelle, et pour toutes sortes de circonstances que je ne peux pas vous expliquer, ça n'a pas été possible. Mais au sein du conseil d'administration, on s'était dit, au pire, ça sera un non, puis peut-être un oui. Et c'est là qu'on a fait une première approche, par le biais d'un de mes producteurs, qui fut positive. Et de là, on nous a dit, venez vous asseoir avec eux. C'est certain qu'on marchait sur la pointe des pieds, je vous dirais, cette fois-là. C'était assez particulier, mais on a eu un accueil extraordinaire. Un accueil où j'ai été très surpris parce qu'on nous a ouvert les albums, les Ectochromes, je pense, c'est ça. Et on a pu regarder une dizaine d'œuvres sur lesquelles il y avait une possibilité de choisir. Et on s'est en allé avec ça dans une enveloppe que je tenais très proche de moi. Et on s'est assis au niveau du conseil d'administration, après qu'on ait fait un certain choix avec Huguette. Et au conseil d'administration, il est arrivé une certaine unanimité autour de l'œuvre qui est présentement sur l'étiquette. Et de cette unanimité-là, on l'a représenté à Huguette et Jean-Paul. Puis, c'est drôle, eux autres aussi avaient la même unanimité autour de cette œuvre. Le seul problème, c'est que cette œuvre-là, lorsque vous prendrez le soin de regarder dans le pourtour de l'étiquette, c'est qu'elle est intitulée « La mi-carême ». Et là, je vous dirais que là, on avait une problématique, parce qu'on venait de nommer un fromage mi-carême quelques années plus tôt. Et là, on se ramassait avec l'intitulé mi-carême. Mais malgré tout, on trouvait tellement l'œuvre originale, tellement représentative aussi, avec son appelant doigt au centre, qu'on a pris la chance quand même d'aller de l'avant. Et après plusieurs ententes, parce que je dois vous dire que ce qu'on avait besoin comme entente, c'était d'avoir la possibilité de reproduire une œuvre de façon illimitée, ainsi qu'une signature. Dans le domaine de l'art, ce qui n'est pas du tout mon domaine, je dois vous dire que c'est assez complexe à réaliser. Et c'était un peu une première aussi. Donc, avec plusieurs ententes, on en est venu à un contrat où il est possible de réaliser ce qui était un peu l'impossible. Donc, chez nous, la devise, c'est toujours « on réalise l'impossible ». Par contre, la fromagerie, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, étant une entreprise commerciale, n'avait pas nécessairement les budgets nécessaires pour acquérir ces droits-là. Et de là est venue une idée, c'était de créer une fondation. Une fondation à laquelle la fromagerie
remettrait $1 à chaque meule produite de Riopelle. Et je crois que cette idée-là, quand Jean-Paul l'a eue, je pense que ça lui a grandement plu. Surtout que les objectifs de la Fondation sont de 2 ordres présentement. Aider les jeunes de l'île à poursuivre des études postsecondaires, qui était aussi, je pense, un vœu de Jean-Paul Riopelle, de toujours les études et la formation des jeunes. Et l'autre point, c'était la préservation des écosystèmes sur l'île, principalement dans tout l'archipel de l'île aux Grues. Et cette fondation-là est partie quelques années après la mise en place du fromage, parce qu'on sait que créer une fondation amène toujours son lot de complexité au niveau administratif. Et on a pu, dans le fond, créer cette fondation et de remettre, depuis sa création, l'équivalent de 45 000 $ en bourse pour les étudiants dont les parents résident à l'île aux Grues. On a pu aussi, puis là, je vous demanderai la photo suivante et ma dernière, qui est dans le fond une photo de l'île aux Grues, mais en premier plan, on voit la pointe ouest de l'île. Et dans la fondation, l'objectif était de préserver des écosystèmes. Et un de nos écosystèmes les plus sensibles, c'est la forêt de Pointe-aux-Pins, qui est de 50 hectares, qui a une valeur écologique très, très grande. Il y a certaines variétés d'arbres et aussi de petits reptiles qui sont qui sont dans le fond uniques à cette zone-là. Donc, cette forêt-là appartenait à un privé. Cette forêt-là, les gens de l'île la marchaient, ils la marchent encore aujourd'hui. Mais il y avait une inquiétude sur l'île, puis une inquiétude aussi du côté du Guette et de Jean-Paul que cette magnifique forêt devienne privée et qu'on n'ait plus accès. Donc, par son potentiel écologique, il y a eu moyen d'intéresser Conservation de la nature, qui est un organisme fédéral, et qu'on a regardé la possibilité d'acquérir cette pointe-là. Donc, Conservation de la nature a fait l'acquisition il y a quelques années de la pointe, et on a mis en valeur, par l'interprétation de sentiers, par différents aménagements au niveau pédestre, grâce à l'implication de la Fondation Riopelle-Vachon. Donc, il y avait Conservation de la nature, Fondation Hydro-Québec, Ministère de l'Environnement et la petite fondation de l'île aux Grues, la Fondation Riopelle-Vachon, qui a versé 35 000 $ à ce projet-là et qui va encore bientôt en reverser une autre partie parce qu'il y a d'autres demandes présentement sur la table pour finir l'aménagement. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit l'implication que peut avoir, dans le fond, le domaine artistique mélangé aussi à une industrie qui est locale, à préserver un milieu d'insulaire très, très particulier. Et c'est comme ça, je pense, que Jean-Paul a redonné, dans le fond, une partie du fruit de son inspiration à l'île, qui a pu la redonner à la communauté. Et je dois vous dire que lors du décès, c'est certain que la communauté était très attristée, mais aussi cette communauté a découvert la grandeur de l'homme. Et c'est, je pense, par le biais de la Fondation qu'on va continuer à poursuivre sa mémoire. Toujours est-il que on a ici justement comme conférencier René Viault, qui est le fils de Guy Viault. Et ça a introduit, parce que Marc Bellemare m'avait demandé de parler du rapport de Riopelle avec l'édition. Parce que j'ai fait plusieurs choses sur Riopelle, et c'est pas parce que je fais pas là, un genre flattage, là, mais des fois, on a des chances comme ça. Donc, j'ai fait une revue complète qui était sur Jean-Paul Riopelle en 97-16, un livre qui s'est fait aux éditions de l'Homme en 98, puis un DVD Rome qui a été édité à l'an 2000. Toujours est-il que tout ça fait qu'il m'a demandé ça. Mais en réalité, les relations de Riopelle avec l'édition sont les mêmes relations de Riopelle avec le monde en général, c'est-à-dire que c'était d'abord une question de personne à personne. C'est-à-dire qu'il a été le sujet, les plus grands critiques de France
des États-Unis et du Canada, français comme anglais, ont tous écrit sur Riopelle. Mais s'il n'y avait pas eu d'atome crochu entre Jean-Paul et les gens qui écrivaient pour lui, ça ne marchait pas. Ça, il faut comprendre ça. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important, je crois, à comprendre, c'est que chez Jean-Paul Riopelle, la personne est fondamentale. Champlain en a livré un très bon exemple tantôt. Il peut pas. Champlain, c'est un collectionneur. C'est un collectionneur. Mais pour Riopelle, un collectionneur, il n'y en a rien à taper. S'il n'aime pas le gars, ça vient de s'éteindre. Et c'était la même chose au niveau des critiques, au niveau des gens qui... donc, il a quand même été, et je crois qu'il était, et là, je parle pour lui, et qu'il m'en excuse, mais je pense que le fait de rencontrer des gens comme Pierre Schneider, des gens comme Craven, des gens comme Paul Auster, comme, je ne sais pas, j'en oublie, là, j'ai pris des notes pareilles, là. Je fais semblant que j'oublie. Georges Dutuit, c'est qui dont tantôt que René parlait, comment? Valberg. Il y en a tellement. Et ce n'était pas des deux de pique, c'était vraiment la Ligue nationale. Il était dans la Ligue nationale, mais chacun de ces individus-là, il faut comprendre qu'ils avaient une relation amicale avec Jean-Paul Riopelle. S'il n'y avait pas de lien d'amitié, quand même qu'il s'appelait Jean-Paul Sartre, ça ne marchait pas. Donc, c'était un joyeux mélange et toujours relié à la personne. Donc, tout ça pour dire que ça lui a permis, non pas seulement de côtoyer des critiques et des gens importants au niveau de l'intelligentsia de l'art, mais quand il y avait un marchand, ce marchand-là, c'était aussi un ami. Il n'était pas question pour Riopelle que le marchand soit une espèce de pote qui n'en avait rien à faire. Fallait que ce soit un ami. Si c'était un collaborateur d'atelier, fallait que ce soit un ami. Puis si ça ne marchait pas, ben il s'en allait, puis bonsoir la visite. C'était pas quelqu'un qui était non plus le poing en l'air. Mais quand ça ne faisait pas son affaire, il ne cherchait pas forcément la relation. Et une des personnes ici, parce que là, on parlait des relations de Riopelle dans la fleur de l'âge, avec Dutuit, Jacques Michel, qu'on oublie, qui était un critique très influent au journal Le Monde, Pierre Schneider, Craven, Paul Auster, Valberg, pas Tapiez, comment il s'appelle donc? Tapier, qui était le neveu de Toulouse-Lautrec, où en tout cas il y avait un lien de parenté, comme Dutuit avait un lien de parenté avec Matisse. Mais ce n'est pas pour ça que Riopelle les avait dans son cercle, c'était des gens avec qui il aimait parler de toutes sortes de choses, mais pas forcément toujours de peinture, une chose qu'il parlait quand même pas très souvent. Et puis, au Québec, il y a eu Guy Robert, qu'on oublie beaucoup, parce qu'on est ce qu'on est. N'empêche que c'est celui, et je n'ai pas peur de le dire, c'est celui qui a probablement écrit le livre au Québec, et même parmi les autres, le livre le plus pertinent sur l'œuvre de Riopelle. Et là, on est en 1982, bien qu'il y en ait fait un en 70 avant. Et Guy Robert, un jour, j'assistais à une de ses conférences, j'assistais à plusieurs de ses conférences parce que je travaillais avec lui. Donc, je pourrais même vous en faire une coupe si vous voulez après. Un jour, il expliquait aux gens qui étaient un peu comme vous, là, dans une salle. Puis là, il expliquait, il dit « J'étais avec Riopelle. » Puis là, je demande « Jean-Paul, quand est-ce que tu t'en vas? » Parce qu'il habitait à Paris. Il habitait pas à Paris, mais dans la région parisienne. Il dit « Je vais partir quand le lac va caler. » Il parlait du lac Masson. Puis là, Guy Robert parlait de ça au monde. Puis là, tout le monde riait. « Il va partir quand le lac va caler. » Tu parles d'un débile mental. Alors que c'est ça. Et non seulement c'est ça un artiste, c'est ça quelqu'un qui est accroché à ses bottines, c'est ça quelqu'un qui est accroché à sa vie, c'est ça quelqu'un qui
Il y avait le loisir ultime de choisir quand il allait partir. Et ça, c'est un privilège. Et c'est loin d'être quelque chose qui était... Puis moi, je trouvais ça tout le temps bizarre que les gens se mettent à rire à ce moment-là en disant « Tu parles d'une espèce d'énergumène. » Imaginez-vous le best de dire « Moi, je vais m'en aller. » C'est quand tu t'en vas travailler, quand le lac va caler. Donc, ce lien-là qui est vital chez Riopelle, tant dans ses relations humaines que dans ses relations avec les médias ou ses relations tout court, parce que pour lui, il n'y a pas de différence, bien, ça va conduire à des entrevues catastrophiques, les entrevues catastrophes comme avec Robert Guisculi, qui est probablement l'entrevue la plus poche si on avait à faire un palmarès, parce que la chimie, elle n'opère pas. Lui, il se dit, toi, mon petit doute, tu veux me taponner, puis tu ne me taponneras pas. Malheureusement, ça a fait en sorte que Jean-Paul Riopelle a peut-être passé pour le méchant là-dedans, mais bon, si vous voulez savoir les dessous, on va avoir une réunion après. Je ne peux pas les dire comme ça de même. Mais chose certaine, la chimie n'a pas opéré et ça a fait une entrevue qui était poche. Une autre entrevue qui est vraiment un classique, qui s'est faite d'ailleurs dans les salles de l'ancien Musée du Québec, l'ancienne partie. On est à quelque part dans les années début 80. Je ne me souviens pas, je pense qu'il s'appelait Girard, le journaliste de Radio-Canada. Puis là, il dit un peu maladroitement, « Monsieur Riopelle, c'est quoi l'art? » Là, Jean-Paul le regarde, il dit « L'art, c'est de la merde. » Ça voulait dire « Dégage. Si tu veux me parler, c'est pas de même que... » Il faut juste comprendre que c'était même pas une boutade. C'était tout simplement le fait qu'il n'a pas passé le test, lui. Et Dieu sait qu'on a fait des soupers à l'île aux grues autour de la table. Souvent, ces repas-là se terminaient... je ne sais pas, moi, je ne veux pas vous faire de cue, là, mais c'est rare, ça finissait avant 6 heures du matin. Puis Jean-Paul Riopelle était toujours là, présent. Il écoutait. De temps en temps, il parlait, mais le plus souvent, il se taisait. Puis un des matins, après un de ces nombreux parties qui était quand même pas facile à vivre, je dois vous le dire, parce que le lendemain, on était vraiment lamentable, on n'était pas très fort, alors que lui, le matin, c'était le king. C'était son moment de la journée, une fois que la toilette était finie, puis quand il s'assoyait à l'île aux grues, dans je ne sais pas comment on appelle ça, l'atrium, une verrière, il était au paradis. Puis là, un de ces matins-là, parce que je vais conclure là-dessus, parce que je sens que je vais avoir un coup de clochette de Camilleri. On est 3 ou 4 à table, on essaie de focusser sur notre assiette du mieux qu'on peut. Et là, moi, je bouge, ce qui m'arrivait par secousse. Puis là, en bougeant, il se tourne vers moi, puis il dit « Chris! » Là, je l'avais attrapé. Puis là, vous voyez la grande fraternité qu'on avait entre nous. Huguette Vachon dit « Jean-Paul, c'est pas moi, c'est Robert! » Et là, ça vient d'un homme qu'on dit qu'il parle pas ou presque pas. Là, il regarde Huguette et il dit « Je le sais, si ça avait été toi, j'aurais dit vierge. » Moi, mon meilleur souvenir, c'est lors de l'exposition Jean-Paul Riopelle, Jean-Julien Bourgault, en octobre 91. Monsieur Riopelle, Huguette arrive avec Jean-Paul, tellement fatigué. On était dans le début de l'exposition, mais il y avait eu toute la préparation avant. Jean-Paul c'était une super journaliste de New York qui arrivait puis qui était énervée parce que Jean-Paul était un peu en retard, puis elle avait vraiment envie de faire son article sur M. Riopelle, puis imaginez-vous donc que lui, il n'avait pas pantoute envie. Il n'avait pas envie d'être là. Fait que cette beauté...
me dit, Joanne, je te laisse Jean-Paul, j'ai des commissions à faire, je te laisse Jean-Paul. Alors, j'ai dit, parfait, justement, la journaliste est là, je vais les setuper, je vais les organiser. Puis Mais lui, il n'avait pas du tout envie de rencontrer la dame. Alors, il me dit, Joanne, va me chercher une Molson avec un pastis, puis viens t'asseoir avec moi, on va jaser. Là, j'ai senti... Là, je me suis dit, OK, Joanne, je pense que tu vas être obligée de participer à l'entrevue, toi aussi. Alors, je vais chercher sa Molson X. Il buvait de la Molson X, puis son pastis. Je m'assois, il s'assoit à côté de moi, puis là, il commence à jaser. Comment ça va? Ça fait-tu votre affaire, l'exposition? C'est-tu bien organisé? Puis j'ai dit oui, tout est parfait, sauf que là, on a une dame en avant de nous qui parlait pas du tout français, qui parlait uniquement anglais, puis qui me disait, Madame, moi j'étais que la serveuse, là, parce qu'elle a parlé de moi dans l'article après, puis j'étais la serveuse. Mais là, j'ai dit à M. Riopel, on va faire ça, puis après ça, on jasera de la journée que j'ai eue, peut-être, tu sais, c'était comme... Puis il me dit, OK. Il dit, on va faire cet article-là, mais toi, moi, je parle pas. Moi, je vais te parler. Puis toi, Joanne, tu vas y traduire ça. Hein? Tu t'arrives, tu es capable de parler anglais, ton père me dit ça, puis il dit, tu vas faire ça pour moi. Incroyable. 1h30 de temps. Moi, à traduire. Puis la dame, en même temps, qui me disait... c'est parce qu'il veut pas me parler. Puis j'étais jeune quand même, mais ça fait 20 ans. C'était un merveilleux souvenir Alors, imaginez-vous la proximité que j'ai eue avec M. Riopel après. Parce qu'après, ça s'est passé en 91, mais après, bon, je suis allée travailler à Montréal, je suis allée à l'école à Montréal aussi, puis il était toujours là à l'Estérel, puis on est allé souper avec Gilbert aussi, parce qu'évidemment, l'exposition de Riopel-Bourgault, c'était l'idée de notre Régis Labo Manu, de Montmagny. Déjà, en 91-93, Gilbert Normand était très marginal, puis il avait des bonnes idées. D'excellentes idées. Mais je le remercie infiniment aussi, parce que ça nous a fait découvrir ça. Je sais que mes parents étaient près de Jean-Paul Riopel, mais nous, les enfants, c'est vraiment... on a vraiment l'impression d'avoir fait partie de sa vie à Jean-Paul, puis à Huguette. Puis vraiment, on est très reconnaissants de ça. Puis j'ai même ma petite Léa qui disait la semaine dernière, elle était à l'école à son cours d'art plastique, puis elle me disait, maman... Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, puis elle me disait, maman, aujourd'hui, on était en art plastique, puis on a parlé de Jean-Paul Riopel. Puis là, je dis, oh, ouais. J'ai dit, t'étais-tu contente? Parce qu'elle a l'impression de le connaître aussi. Puis elle dit, quand j'ai dit que, pas moi, là, mais que ma mère, puis que mon grand-père, puis ma grand-mère, y avaient rencontré Jean-Paul, elle a dit, personne ne me croyait. Mais elle a dit, moi, par contre, je savais que c'était vrai. Puis vous savez que Jean-Paul Riopel, pour nous, c'est pas l'artiste, c'est vraiment l'homme, puis la personne. Puis ça, c'est important dans la vie de quelqu'un, puis j'en suis très reconnaissante. Puis moi, je veux dire un mot parce que M. Bellemare avait mentionné de parler un peu de la cuisine, de ce que M. Riopel aimait. Nous autres, quand il rentrait chez nous, je parle pour chez nous, s'il arrivait avec une table de 7-8 personnes, 2 personnes, 3 personnes, on lui demandait, M. Riopel, voulez-vous la salle à manger ou vous voulez des fois, souvent, c'était la salle à manger. Il y avait sa table qu'on lui gardait. Ou dans un salon privé qu'on avait où il y avait comme besoin de plus d'intimité. J'ai jamais vu prendre le menu. On donnait le menu aux invités, mais Renaud, il disait, moi, souper Jean-Paul, il nous demandait même pas, il nous aurait regardé puis il nous aurait pas répondu. Il savait que Renaud, s'il y avait des langues de morue, Renaud faisait du boudin maison, sa tarte aux pommes, tu sais, ces choses-là, l'esturgeon fumé. On connaissait ses goûts, c'était varié, c'était jamais la même chose, pourvu que c'était des affaires vraies.
comme lui, c'était un homme vrai, donc c'était vraiment ça qui dégageait. On a vraiment des très beaux souvenirs. Ça a été, nous autres, M. Riopelle, c'est vraiment quelqu'un très bien, quelqu'un de très humain, comme les témoignages qu'on a vus avant, ce que les gens ils m'ont précédé. Puis c'est vraiment quelqu'un de vrai. Merci. Moi, je veux dire une chose. Huguette, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup, Huguette, d'avoir bien pris soin de lui comme vous l'avez fait jusqu'à la fin. Merci infiniment. Pourquoi il vous a choisi? Vous étiez un jeuneau dans le temps? Oui, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une bonne différence d'âge. Vous aviez quel âge oui. à ce moment-là? J'ai commencé vers 14, ça a 17, 18 ans. Pourquoi il vous a choisi, vous, plutôt que d'autres? J'ai aucune idée pourquoi il m'a choisi. Je pense que je devais être meilleur. Ou, non, je pense qu'on a... Dre, le lendemain matin, quand on a retourné à la chasse, on a passé encore la journée à la chasse, mais elle était moins longue que la première journée parce qu'on s'est mis à parler, puis il avait tellement le tour de nous parler, d'embarquer avec nous, que ça ira mieux. Est-ce que vous saviez au début que c'était un grand artiste? Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il vous a parlé de son art, de l'Europe, de la France? Ça a pris plusieurs années avant qu'on en parle. Là, je l'ai su et tout par quelques années après, parce qu'il y en a du monde un peu d'artistes, là, que c'est de religieux. Mais ça a pris quelques années. Alors, racontez-nous une journée de chasse, là. Comment ça se passait? Une journée de chasse, on partait le matin, je le réveillais vers 3h30, 4h, on partait pour la chasse, où je décidais, là, par rapport à ce que le vent venait d'un bord, le vent venait de l'autre bord, comme me cachait, via des appelants. Les appelants, c'était des appelants dans la vase avec des espèces de papier blanc que je faisais une forme d'ouet, avec un coup. On cachait ça, fait qu'on se mettait dans les chasses, puis je collais à l'ouet. On voyait une bande d'ouet au lait, fait qu'il menait sur les appelants, fait que là, il tirait. Puis disons que c'était un très, très bon tireur et tout, là. Mais comme il y a bien des affaires, à un moment donné, le ouet continuait. Il continuait à voler, fait que là, il ne dira pas le mot qu'il disait, merde mais le reste. mais c'était un très bon chasseur. Les deux étaient un très bon chasseur. Vous avez chassé l'oie seulement avec lui? L'oie, le canard. Okay. Le canard. Est-ce qu'il vous a permis de découvrir l'oie comme tel? Non. Des aspects particuliers de l'animal? Non, ça, je suis venu au monde là-dedans. Je suis venu au monde là-dedans, ça. On travaille dessus sur lui. Là-dessus, elle va le dessus. C'est la seule. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir? Il nous a fait découvrir le paysage. Je pense que le paysage, on était... Je regardais jamais un coucher de soleil. Sur les... Puis pourtant, j'ai resté à la même place. Dans le milieu, là, on a chassé un petit peu moins, on s'en allait à la chasse avec lui. On ne m'amenait même pas de fusil. Il faisait les appelants, il faisait la même chose qu'à l'ouest. Des fois, il emmenait un petit verre de vin. Fait qu'on prenait un petit verre de vin et il me montrait, puis regarde. On voyait les oies là, au large, là, voler. Le soleil se coucher, il était là, il regarde beaucoup de soleil. C'est là que j'ai compris qu'on était dans une plage de nature et qu'on ne regardait pas ça. C'est lui qui m'a fait comprendre ça. Rosa Luxembourg, ça a été quoi votre contribution? Là, on voit un extrait ici. Racontez-nous ça. Rosa Luxembourg, une belle eu. J'ai emmené des oiseaux que je trouvais morts. Est-ce que vous en... Est-ce que vous en reconnaissez quelques-uns sur la photo? Quelques-uns. Il y en a une couple, c'est certain que j'ai trouvé. Et les autres, je donnais un petit coup, là. Mais quand ils voyaient un oiseau, on se promenait en auto, et tous les soirs, on s'en allait sur le domaine, on allait à Conti, notre place de chasse, ça. Ils voyaient un oiseau, ils me regardaient. Il dit, j'aimerais bien ça le bomber. Alors, après ça, bomber, je mettais l'oiseau, puis il bombait autour, là. Puis quand ça arrivait, qu'il me disait, il dit... C'est quoi ça, le bomber? C'est avec un aérosol? aérosol? Un aérosol, ouais. Okay. Fait qu'il disait, place-moi l'oiseau à peu près comme l'oie. Fait que je tenais l'oiseau de même, puis lui, il arrivait, puis des fois, il avait de la misère à ouvrir ses petites cannes, puis ça, il n'aimait pas ça, fait qu'il arrivait, il mettait le bouchon dessus, puis le bouchon volait, puis je le regardais, fait qu'il me mettait, il arrivait, puis il arrosait, mais là, j'avais un main là, fait que, psst, dessus.
des clous. J'emmenais tout ce qu'on passait. Huguette s'occupait des fleurs, avec des filets, comme ici, on voit un filet. C'était mon filet pour des lutantes canadiennes que je mettais, là. J'avais des lutantes, fait que je faisais ça, il disait, ah, ce sera pas de bomber ça. J'ai vu jusqu'à devoir emmener une lutarde à la maison, qui buvait son Ricard à tous les jours. Alors, on l'a baptisé Pompette. Pompette. Elle aimait ça, hein? On a d'autres photos. Alors, reconnaissez-vous quelques objets là-dedans? Oui, on a encore quelques objets. Le petit bonhomme avec l'aviron, ça c'est moi, parce que j'ai fait 30 ans de course de canot, qui m'a représenté là-dedans, il m'a mis là-dessus, que je ne savais pas, mais je l'ai su après. Les oiseaux, ben c'est ça. C'est des sarceaux, c'est des oiseaux que j'ai emmenés. Il y a un faisan, il y a un épervier que j'ai trouvé qui était mort. Des petits oiseaux, regardez une bécassine, des sarceaux, des lunettes à percer le cuir, des lunettes à faisan, des clous. On y emmenait tout ça, puis lui, il bobait tout ça. Quand je lui emmenais un oiseau, des fois, il ne travaillait pas, le mettant à terre au côté où il restait, puis là, il était là, il regardait l'oiseau, il prenait son petit verre. Il regardait l'oiseau, il prenait son petit verre tout le temps. Il faisait ça beaucoup. À un moment donné, il pognait l'oiseau, puis il partait avec, puis il pouvait le bomber pendant le temps qu'il sorte. Un gars, il va le temps que ça sorte. Mais c'était ça, tu sais. Il regardait l'oiseau pendant 10, 15... Non, Bon, bomber, ça vient d'où, ce mot-là? Bomber, c'est nous autres. Je pense qu'il l'appelait de même. On l'a toujours appelé ça de même. Des bombes, ouais, puis une Des autre, bombes. OK, ça, c'est un canot. Ça vient d'où, oui. ça? Ça, c'est mon canot à glace que j'ai acheté en 88. On avait brisé notre canot une semaine avant la course, puis il était Racontez donc, vous avez fait la course en canot. Oui, j'ai fait 30 ans la course de canot du Carnaval de Québec. Que cette valeur, c'est fini parce que je suis plus capable. Mais c'était un canot on avait un canot en fil de verre qu'on avait acheté, puis il était brisé, puis on était plus capable de faire la course de canot une semaine avant. Fait que j'appelle un de mes cousins à Lillette, qui avait un canot à vendre, fait que j'achète le canot. Mais ça fait déjà 80 quelques années. Fait qu'on était à 5 là-dedans, fait qu'on s'est pris un petit montant d'argent les 5 gars pour acheter le canot, parce qu'on avait pas les moyens. Après ça, ben c'est ça. Après ça, on a fait la course avec ce canot-là. Là, après ça, M. Riopel nous avait offert un canot. Il nous avait donné, il avait fait des sérigraphies sur son canot à glace, qu'il a vendu pour nous acheter un canot de fil de verre en 96, 97. Puis à un moment donné, il dit ça, il dit, j'aimerais bomber mon canot. Bomber son canot. Fait qu'on l'avait rentré à Montmagny, on va rentrer ça, puis il commence à monter ça. Fait que là, fait qu'on rentre ça, regarde, encore oui, il y a encore des oiseaux là-dessus. On avait fait des espèces de petits combes marins qu'on ne voit pas à l'envers, avec un support de langue, là. On avait fait des dessins, il avait fait des dessins avec ça, qui avait mis ça là-dessus. On voit encore qu'on cherche encore le nom du commanditaire, parce que j'avais alloué ça, la loi après, à une équipe d'Ontario qui loue mon canot pour essayer de payer le canot que j'avais acheté. Après, là, parce que nous autres, on s'est fait embrasser le canot. Fait qu'on loue ça. Puis, c'est de même. Puis, regarde. Il est rendu où, ce canot-là? Il est rendu à Montréal, hein? Regarde. Musée. Musée des Beaux-Arts? Oui. OK. Photo. Alors, ça, c'est la meilleure photo. Sauf pas oublier qu'on faisait semblant. Alors ça, on doit vous croire sur parole, j'imagine. Oui, presque ça. Êtes-vous sur la photo quelque part? Oui, là. À droite? Oui. On avait mis des bouteilles de vin, on attendait après les femmes qui étaient allées magasiner. On avait fait semblant d'être chaud, là. Qui avait été à l'épicerie. Non, c'était à ma fête, je pense. C'était la journée de ma fête. Ça vous arrivait souvent de faire semblant d'être chaud de même? Non. Mais cette fois-là, oui, regardez, vous voyez que je ris. On a tellement eu des belles, des bons moments que ça, là, après ça, il m'avait donné la bascule. J'avais mis les applets que j'avais fait. Non, c'était des applets, oui, c'était des applets de ciment que j'avais eu. C'était pareil, c'était des affaires qui peinturaient là-dessus, puis bombaient là-dessus. Les portes, hein, comme avec les portes, on en a mis ces portes.
Quand est-ce que... Racontez-nous donc la relation entre Jean-Paul et les gens de l'île, votre perception. Ah, ça n'a pas été là. Les gens de l'île, tout de suite, les gens de l'île ont aimé M. Riopel parce que M. Riopel, il était un gars tellement... il aime allemand. Il aime allemand. Tu ne connais pas comme M. Barnier, il l'aime ou il ne l'aime pas. Hein. Tellement M. Riopel. Probablement, c'est la première fois qu'il a guidé... ça a été le même. Je pense qu'il m'a aimé tout de suite la première journée. Puis ça a toujours fait une relation. Depuis ce temps-là qu'on est toujours été ensemble. Il était en France, il m'appelait tout le temps. Il revenait, c'était la même chose. Puis les gens de l'île, je pense que c'était le même. C'était un gars qui aimait la nature. Puis on a une place pour ça. Fait que je pense que les gens de l'île l'ont depuis tout de suite. OK. On allait souper au bateau le soir, ou chez nous, ou chez eux. C'était une relation tout le temps ensemble. Quand est-ce que vous avez réalisé que c'était un artiste célèbre? Je pense que c'est dans les années qu'il a fait de la peinture à la maison. Là. Un petit peu avant. Quelles années? Oui, mais c'est ça, il était bien un petit peu avant. Là, quand il a commencé ton 81, 82, je pense. Hein? 80, 82 là-dedans. Quand il a fait de la série Doigts, là, des autres. Comment vous avez vécu les dernières années de Jean-Paul avant son décès? C'était tough. Tu perds... je sais pas. Comment je te dirais? Ben ça, c'était plus lui. C'était désolé de le voir de même. C'était dur. Parce que tu t'assisais, il ne parlait plus comme il était avant, mais on était pareil ensemble. Mais oui, c'était plus dur un peu. C'était top de le voir que il me semble qu'il était moins lui. Hein? Puis, en tout cas, c'était triste. C'était très triste. Mais au moins, il était là. Il était là, puis c'était quelque chose. D'autres choses à ajouter? Non. La première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Riopel, ça remonte à l'automne 89. Moi, j'étais maire de Montmagny, je suis médecin de formation. J'ai pratiqué la médecine à Montmagny depuis 1970. Et j'avais été élu pour la première fois à Montmagny en 85. Et en 89, je venais d'être réélu par acclamation. Les journaux locaux avaient fait un sondage et il y avait 92 de satisfaction. Ça fait que personne ne s'est présenté contre moi. Ça a réglé le problème. J'ai pas eu besoin de faire des campagnes électorales, puis j'ai connu Jean-Paul à la place. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que le maire Labaume, quand il était plus jeune, a dû prendre exemple sur moi. Et à un moment donné, Mme Louise Roy, la mairesse de l'Île-aux-Grues, qui est... un petit peu... J'ai porté mon petit crayon. On la voit ici, là. Elle aussi venait d'être élue, puis elle dit, « Monsieur Riopel aimerait ça te rencontrer. » Fait que je suis traversé à l'Île-aux-Grues. Et ça se passe à ce qu'on appelle la mairie. Parce qu'il y avait une mairie à l'Île-aux-Oies où Jean-Paul avait sa propre maison. Puis, il avait baptisé ça la mairie. Et une chance que la loi C10 n'était pas passée à ce moment-là parce qu'il y avait du pot tout le tour de la maison. C'était pas Jean-Paul qui l'avait planté, c'était du chanvre indien naturel qui était là depuis des centaines d'années, puis il y en a probablement encore. Mais quelques années après, la GRC a fait une descente sur l'île, puis ils sont venus tout brûler ça. Mais c'était du chanvre naturel, avec lequel Huguette faisait d'excellentes galettes. Ce qui agrémentait souvent nos desserts. Et alors ici, vous avez... ça, c'est l'atelier de l'île aux Oies. Ces photos-là ont été prises en 1990. Et vous voyez Jean-Paul, vous voyez que la table, ça devait être dans le milieu du repas à peu près. Et ici aussi, c'est un noir et blanc, mais encore à l'île aux Oies. Une autre petite anecdote, à un moment donné, Jean-Paul, il me dit on va aller faire une petite virée à Québec. J'aimerais ça, ils allaient à Québec faire une petite tournée. Je suis correct. Fait qu'on est... j'ai dit, moi, de conduire. On est entre Montmagny et Québec. Il dit, je pense à ça. Il dit, on va aller à la Citadelle, à la maison du gouverneur général. On va aller voir la peinture de Jean-Paul Lemieux.
Ben, j'ai dit, écoute, Jean-Paul rentrait à la Citadelle. Là, je dis, pas sûr que, comme maire de Montmagny, il va me laisser rentrer, tu sais. Ben, il dit, c'est pas grave, il dit, passe-moi ton téléphone. Fait que on avait les premiers téléphones cellulaires, dans le temps, des grosses boîtes dans le fond du char. Là. Il appelle Madeleine Arbour. Puis Madeleine avait une connexion. Au bout d'à peu près 15-20 minutes, ça sonne, le téléphone sonne. C'était le lieutenant-colonel, je ne me souviens plus de son nom, qui m'appelait. Ils ont dit, on vous attend, vous, M. Riopel. Vous êtes le chauffeur de M. Riopel? J'ai dit oui. Ils ont dit, on vous attend à la porte de la Citadelle à 1h30. Et ça, c'est la visite à la Citadelle qu'on a faite à 1h30. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle les 24 heures de l'île aux Oies. Ça, c'est des œuvres que Jean-Paul a prêtées à condition qu'il ne les déplace pas. C'est peut-être ça qui est arrivé au musée aussi, parce que Jean-Paul, il prêtait ses œuvres, puis s'il voulait les déplacer, il fallait qu'il y redonne. Et c'est ce qu'il nous avait expliqué, que ces 5 tableaux-là, ça s'appelait les 24 heures de l'île aux Oies. Ça avait été prêté à la maison du gouverneur général. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Ils sont encore là? Et il ne pouvait pas les déplacer. Ils sont face au fleuve, dans la grande verrière. Il ne pouvait pas les déplacer, sinon il était obligé d'y redonner. Ici, vous avez le fameux tableau de Jean-Paul Lemieux, qui était à cette époque-là à la maison du gouverneur général, qui a été par la suite déménagé à Ottawa. Alors, de fil en aiguille, la production que vous avez vue sur la première, vous avez vu tantôt la première photo. On peut peut-être revenir sur la première 2 secondes, juste pour voir. Ben, celle-là. Vous voyez les œuvres partout. La mairie de l'île aux Oies, il y en avait partout. Il y avait des portes de suspendues au plafond. Il y en avait partout. Alors, tout ça, ça s'est transporté à Montmagny dans le manoir sur Étienne Pascal Taché. Et là, j'ai commencé, puis de fil en aiguille aussi, Jean-Paul a fait la connaissance de Pierre Bourgault et de son père, Jean Julien. Et là, ils ont constaté qu'ensemble, ils avaient fréquenté la fameuse école du meuble. Moi, j'ai passé des après-midi extraordinaires à entendre les deux placoter ensemble. Un qui vidait son 26 onces de gin, puis l'autre le 26 onces de Ricard, puis moi, je prenais du rhum dans ce temps-là. Mais on n'a jamais enregistré ça. Des heures de temps. C'est de valeur parce qu'on n'a jamais filmé ça, on n'a jamais enregistré ça. D'entendre ces 2 monuments, 2 fabulateurs extraordinaires, 2 conteurs extraordinaires. Les moments, là, je vous dis, moi, j'en ai encore des souvenirs à faire rêver. Alors, on va repasser à l'autre, au 3e, s'il vous plaît. 4e. Là, j'ai dit à Jean-Paul, j'ai dit, est-ce que tu accepterais de faire une exposition à Montmagny? Première réponse, ça a été, oublie ça. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire que le Musée des beaux-arts de Montréal était en train de préparer une énorme rétrospective de Jean-Paul pour l'automne qui s'en venait. Alors, je n'ai pas insisté plus que ça. Mais, de fil en aiguille, moi aussi, je suis capable de faire comme lui, je connaissais le monsieur, je suis capable de faire comme lui. De temps en temps, j'ai ressoufflé un petit mot. Et j'ai dit, il me semble que ça serait une bonne idée de faire une exposition à Montmagny. Ah, ça me prend une bâtisse en bois. Ça me prend telle ou telle affaire. Bon. Fait que, à un moment donné, un matin, il m'appelle, il est 7 heures le matin. Il dit, viens déjeuner. Fait que je m'en vais déjeuner. Il dit, un petit Bovril avec du vin blanc, aimerais-tu ça? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, du Bovril avec du vin blanc à 7 heures le matin, mais c'est assez spécial. Alors, j'ai ingurgité le Bovril avec le vin blanc. Parce que Jean-Paul, lui, il passait la journée dans la maison à recevoir, puis tout ça. Mais moi, je travaillais, je faisais de la médecine, j'étais maire, puis c'était 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il me dit, oui, il dit, je vais faire une exposition. Il dit, à une seule et unique condition, il dit que Jean-Julien Bourgault expose avec moi. Regardez, j'avais 30 secondes pour prendre la décision, j'ai dit oui. J'ai répondu oui. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Alors, pour faire l'exposition, Jean-Paul, ça lui prenait son accrocheur. Alors, ici, vous avez Costa Alex, qui est arrivé à Montmagny, je pense, au mois de juin, juillet, pour accrocher les œuvres au mois de septembre. Après ça, ça prenait quelqu'un qui écrive le fameux
catalogue. Ça, c'est le catalogue. C'est une copie du catalogue ici. J'en ai apporté une copie, malheureusement. Je ne suis pas si libre pour aller chercher pour vous les montrer tantôt. Et aussi, on a fait un document pédagogique pour les enfants qui viendraient visiter l'exposition, primaire et secondaire. Et ça, c'est une photo qui a été prise au Manoir des Érables tantôt. Madame Cyr et sa fille parlaient du manoir. On allait souvent au manoir. Alors ça, c'est lors de la conférence de presse le 26 juin 1991, quand on a annoncé officiellement la tenue de l'exposition, Riopelle Bourgault. Et aussi, il avait fait venir une photographe pour peinturer les œuvres qui sont à l'intérieur de ce catalogue-là, qui est Mme Jacqueline Hyde, si ma mémoire est bonne, qui était venue de France. Alors, tout ce beau monde-là venait pour l'exposition, aux frais de la municipalité. Il fallait les loger, les nourrir et les payer. Mais, je dois vous dire que ça a bien été. Le plus compliqué, ça a été de trouver le local. Moi, ma première réaction, nous, à Montmagny, on a une superbe église à Saint-Thomas qui vaut une fortune aujourd'hui, qui est d'une grandeur énorme. Fait que c'était de faire l'exposition dans le sous-sol de l'église. Jean-Paul, il dit, jamais tu vas me faire rentrer là-dedans. Il n'y en est pas question. On avait un autre endroit qui s'appelle l'Expodrome Boulay, où le Festival des Lois Blanches se tient, puis tout ça. Mais là, on avait un petit problème de logistique parce que l'exposition tombait en même temps que le Festival de Lois, c'est-à-dire de septembre à octobre, au 27 octobre. Fait que finalement, à la Pointe-aux-Oies, il y avait un théâtre d'été qui avait été construit là, qui appartenait à un monsieur Dubé, qui n'était plus occupé. Une bâtisse qui était pratiquement neuve, qui pouvait asseoir près de 700 personnes. Mais il y avait un petit problème, c'est que le plancher allait en descendant, un peu comme ici, là. Peut-être moins articulé que ça. Alors Jean-Paul, il dit, ça me prend 7 bâtisses-là. Ben, j'ai dit, Jean-Paul, c'est le plancher tout en descendant, puis tout ça, ça va être difficile. Ben, il dit, trouve une solution. Fait que là, j'ai fait venir M. Dubé, puis on a regardé ça, puis on a construit un plancher par-dessus les bancs, à la grandeur. Pour ceux, là, tout de suite, quand je vais avoir fini, j'ai un petit bout de film d'à peu près 5-6 minutes qui va tout vous montrer ça. Puis vous allez voir une chose à peu près très extraordinaire là-dessus aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais écoutez, chaque épisode de la vie de Jean-Paul Riopelle était comme une de ses peintures. C'était toujours la boîte à surprise. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui. Parce que, vous savez, Jean-Paul a fait les libelles du vin Mouton Rothschild 1978. Il a fait la libelle de la Finlandia. Il s'est fait payer en vodka Finlandia. Ça, je peux vous dire qu'on en a bu de la Finlandia. Et il avait des goûts particuliers. Tantôt, on parlait de la fromagerie. Moi, je n'oublierai jamais, Huguette, son fromage au cas avec son pétrus, qu'il laissait vieillir durant un mois avec un coton fromage. Puis quand vous leviez le coton fromage, on voyait les asticots se promener dans le fromage, puis lui, il mangeait ça à grande cuillère à ça. Il disait que c'était bon pour la santé. Mais en tout cas, personnellement, moi, je considère que ça a été un privilège dans ma vie, dans la vie de toute ma famille, d'avoir côtoyé Jean-Paul et Huguette. En tout cas, moi, j'ai vu Jean-Paul pratiquement jusqu'à une semaine avant sa mort. C'était un bonhomme extraordinaire. Écoutez, j'en ai rencontré des personnalités dans ma vie, là. Et pour arriver à la cheville de Jean-Paul Riopelle, là, à la date, j'en ai pas encore vu. Alors, si ça vous intéresse, tout de suite après, j'ai amené un petit bout de film qui est juste l'entrée de l'exposition. Vous allez voir les deux bonhommes. Puis, je pense que c'est un des seuls vernissages où Jean-Paul Riopelle a accepté d'être présent. Parce qu'au musée à Montréal, moi, j'étais là quand ils ont fait le vernissage du musée de Montréal. Et savez-vous où était Jean-Paul? On était au bar ensemble, au Ritz en face. Il n'est pas allé au vernissage. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours soupçonné Jean-Paul d'avoir accepté de faire l'exposition à Montmagny pour faire un pied de nez à l'Establishment à Montréal. Mais ça, c'est ce que je pense.
Pourquoi je fais ça? Parce que je veux lui acheter la voiture. Je ne veux pas me la vendre. En 1923, la 4, c'est mon année de naissance. Alors la voiture présente une belle voiture. Bonjour mes amis, bienvenue à tous, les journalistes, surtout d'être ici. C'est un grand honneur pour nous, citoyens de Montmagny, d'avoir le plaisir de vous présenter ce matin Jean-Julien Bourgault et Jean-Paul Riopelle. Ce duo artistique, composé de Jean-Julien Bourgault et Jean-Paul Riopelle, va nous raconter la nature et nos histoires. Je considère que ce sera un événement culturel majeur au Québec cette année. Avec la présentation d'œuvres exclusives de Jean-Paul Riopelle, œuvre qu'il a produite à l'automne 1990 à l'Île-aux-Oies et qui n'a jamais été exposée. Et une rétrospective unique de Jean-Julien Bourgault. Les œuvres qui sont présentées sont des œuvres de collection privée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retardé un petit peu à venir tantôt. M. Bourgault, il allait faire le tour. Il y a des œuvres qu'il n'avait pas vues depuis au-delà de 30 à 40 ans. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont prêté les œuvres pour permettre cette exposition. Et enfin, remercier les deux artistes, Jean-Paul et Jean-Julien, d'avoir accepté de faire cette exposition au Mali. Et d'être ici ce matin plus particulièrement. Merci beaucoup. Tranquille, j'étais bien tranquille en Suisse, à Genève, où je travaille depuis 20 ans. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone de... Ça, c'est M. Costa, Alex. C'est lui qui est venu pour accrocher les œuvres. Je viens vers moi. J'ai dit, mais où es-tu? Parce qu'on ne sait jamais où il est, n'est-ce pas, il voyage tellement. À Montmagny. J'ai dit, mais où c'est Montmagny? Il dit, c'est pas loin de Québec. J'ai dit, mais non, Jean-Paul, je ne peux pas venir. Il dit, oui. J'ai dit, non. Il dit, oui. J'ai dit, non. Il a dit, oui. J'ai dit, bon. Et, vous allez voir, écoutez, une exposition faite par deux artistes, présentée par un artiste. Mais je n'ai pas pu autrement de venir vous remercier. J'ai tout à vous féliciter, les organisateurs, donc, je sais qu'on travaille pendant des jours et des nuits, monte une exposition semblable. Je ne me reconnais pas. C'est beau, magnifique. Avec mon ami Jean-Paul, c'est merveilleux. On ne s'est pas connus, on a passé des années à regarder chez notre part. Puis, mais j'en ai pas. Moi, j'ai voyagé en Amérique pour faire un mon avec mes frères, ma sculpture. On ne s'est pas pu se voir. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Montmagny. Une petite ville, merveilleux. Les gens sont vraiment gentils. Je remercie tout le monde de chacun qui a travaillé. C'est trop court pour moi. Je ne peux pas. Je le fais autrement. Peut-être à l'ouverture de l'exposition, ma santé me permettra. Mais à 81 ans, on peut tout faire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, monsieur le maire. Merci, si j'en ai oublié là. Au revoir. Moi, je vous dirais une chose, c'est que je suis ici pour faire pour rendre hommage à la faune et à la flore de la région. Au travail, c'est le voyage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que vous avez tous envie d'aller visiter, puis de toute façon, vous pourrez individuellement peut-être poser des questions à Jean-Julien et Jean-Paul